Oli, 12. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois dans quelques minutes Sonia Côté qui vient nous parler d'un projet de recherche qui porte le nom de Chez Soi. Alors ça a un rapport avec l'itinérance. On apprendra à mieux connaître ce projet dans quelques minutes. On a à l'Espresso un petit peu plus tard les bienfaits de la montagne, un sujet que Pierre nous amène. En deuxième demi, Bernard Saunier, notre chroniqueur, nous amène ses humeurs culturelles. Et finalement, dans le dernier quart d'heure, à l'Espresso allongé, la magie de l'air marin. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. Et on commence en chanson d'abord avec « Ça pourrait aller mieux » de Dupuis. Bienvenue chez nous. J'ai l'air d'aller, ça va, mais ça pourrait aller mieux. J'ai l'air de rien comme ça, mais prends-moi au sérieux. Tu sais pas ce que je cache, ce que j'ai de plus précieux. J'ai l'air d'aller, ça va, mais ça pourrait aller mieux. À bout de souffle, à bout des ressources, mais avec beaucoup d'espérance. Au bout du rouleau, à bout des boulots qui ne demandent pas d'expérience. Mais quand je chante, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui change. Oh, l'épaule à la roue, on nous pousse dans le cul, à chacun son trou désigné. Au manque d'air, on étouffe à resserrer une ceinture déjà trop serrée. Mais quand je chante, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui change. Oh ouais, quand je chante, c'est un cri pour gérer ma crise. Ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on possède ici. Ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on a pour faire sa vie. Ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on possède ici. Dans le fond, ton corps, mon corps, y a quelque chose qui nous on s'entraîne, la graisse est pas zen, enfin on peut boire sans fumer. On mange de façon saine, mais y a jamais d'aubaine sur le trio bio-VG. Mais quand je chante, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui change. Oh, demeurez avec nous au retour de la pause dans le but de vous informer. À la semaine prochaine, mais restez à l'antenne, continuez de nous écouter. Merci d'être fidèles, on va prendre vos appels. Écrivez-nous ce que vous pensez. Si la tendance se maintient, il fera beau demain. Encore une autre belle journée. Pour ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on possède ici. Ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on a pour faire sa vie. Ton corps, mon corps, c'est tout ce qu'on possède ici. Dans le fond, ton corps, mon corps, y a quelque chose qui nous relie. J'ai l'air d'aller, ça va, mais ça pourrait aller mieux. J'ai l'air de rien comme ça, mais prends-moi au sérieux. Tu sais pas ce que je cache, ce que j'ai de plus précieux. J'ai l'air d'aller, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca.
J'accueille mon invité qui est Mme Sonia Côté, donc du projet de recherche Chez Soi. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Folie douce, Mme Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. On aimerait tout savoir sur ce projet de recherche. De quoi il s'agit, justement? Alors, vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est un projet de recherche et de démonstration sur l'itinérance et la santé mentale. OK. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place des services que nous avons observés, testés sur une population itinérante qui souffre de santé mentale, d'un problème de santé mentale. Donc, nous avons visé pas tous les itinérants, toutes sortes, toute la population, mais un sous-groupe, ce sont des personnes qui sont en situation d'itinérance et qui ont un problème de santé mentale. Alors, c'est ce que nous avons fait. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est que ce ne sont pas tous les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, comme vous le dites, finalement. Ce que la plupart des recherches disent, c'est que de 30 à 50 %, c'est très difficile de chiffrer, c'est une population qui est très volatile. Ouais. Et on n'a pas vraiment dénombré ici à Montréal le nombre d'itinérants, comme dans d'autres villes, à Toronto par exemple, ou dans des villes où ils comptent. Donc, on n'a jamais fait l'exercice comme tel de dénombrer. De dénombrer. Non. Ce qu'on a fait dans certaines études, c'est qu'on a pris une photo d'une nuit dans les refuges, par exemple, combien de personnes fréquentaient les refuges, Ouais. et puis ça donnait un nombre tel. Mais ce que les recherches disent, puis c'est vague, puis ça fait très longtemps qu'il y a eu une recherche sur le dénombrement ou la quantité d'itinérants à Montréal, mais ce qui circule comme chiffre, c'est autour de 25 000. Donc, on a réussi quand même avec les différents indices qu'on peut retrouver. 25 000, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est une population qui est... Évidemment, il n'y a pas beaucoup peut-être d'historique de statistiques, mais est-ce que c'est une population qui a beaucoup augmenté ou c'est une population Selon qui les organismes spécialisés qui offrent des services aux personnes en situation d'itinérance, oui, et c'est très facile. On manque de place dans les refuges. Ouais. On n'a pas suffisamment de nourriture à donner. Dans les soupes populaires, on voit la clientèle augmenter d'année en année. Donc, beaucoup d'utilisation, une utilisation croissante. Et le public a sûrement aussi, peut-être depuis 10 ans, il y a une présence beaucoup plus... On en voit plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus visibles qu'avant ou on a l'impression, effectivement, que ça a augmenté parce qu'on en voit, surtout au centre-ville. C'est qu'une partie du territoire, beaucoup le centre-ville. Beaucoup le centre-ville. Mais aussi dans d'autres quartiers. Quand on va sur le plateau, maintenant, on en voit plus qu'avant. Ce qu'il n'y avait pas vraiment il y a 10 ans, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et donc, le projet a pris forme. Donc, vous avez une mission, en fait, à faire. C'est récent, mais cette volonté-là vient d'où? La volonté, est-ce qu'elle vient de... C'est un projet qui découle de la Commission de la santé mentale du Canada, qui est un organisme sans but lucratif jeune, qui a obtenu un financement de Santé Canada de 110 millions de dollars pour, je dirais... pas régler le problème de l'itinérance, mais trouver des solutions nouvelles. Oui. Et ça à travers le pays, évidemment. À travers le pays. Donc, c'est un projet de recherche qui se déroule dans 5 villes différentes en même temps. Ce sont mes collègues de travail. Oui. On partage ensemble. Les chercheurs partagent avec l'ensemble des autres chercheurs des autres sites. Donc, il se déroule à Vancouver, Winnipeg, Toronto, Moncton et Montréal. Et on a tous, je dirais, le même design de recherche. On a la chercheure principale, Paula Goring, qui est la chef scientifique de cette recherche et qui est secondée par des chercheurs principaux dans les villes qui font partie du projet de recherche. Ouais. Donc, il y a une vingtaine de chercheurs et plus autour de... C'est la plus grande recherche au monde actuellement qui se déroule sur le phénomène d'itinérance et des personnes itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, c'est très important. On va apporter un regard nouveau, des connaissances nouvelles. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est inspiré d'une approche américaine qui s'intitule Housing First. Donc, c'est une démonstration qui a été faite à New York dans les années 90, qui se poursuit toujours et qui est dans plusieurs États maintenant américains. Et
Et eux, ils ont pris le pari d'offrir rapidement ou de donner un accès rapide à un logement à une personne en situation d'itinérance qui a un problème de santé mentale et de lui offrir du soutien, de l'accompagnement pour l'intégration dans son logement et pour aussi la soutenir dans ses épreuves et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avons recruté 280 personnes à qui nous avons offert des services spéciaux, donc les services chez soi, logement, équipe. Et nous avons recruté 180 personnes pour lesquelles nous n'avons pas donné de service. Nous les avons observées sans intervenir. Oui, c'est ça. Donc, vous suivez carrément des personnes là, pour voir comment ça va se dérouler dans un cas ou dans l'autre. Oui, dans un cas et dans l'autre. Est-ce qu'il y a un groupe qui se débrouille mieux qu'un autre? Alors, on commence à avoir des données après plus d'1 an maintenant. On a quelques résultats préliminaires. Ce ne sont pas des résultats définitifs parce que le rapport va sortir quelque part à l'automne 2013. Ah oui, d'accord. Mais on a déjà quelques portraits, par exemple, du participant moyen. On sait combien sont en logement présentement sur les 280. Oui. Nos principaux obstacles, défis qu'on a dû relever. C'est une expérience, pas juste de recherche, mais une expérience humaine extrêmement riche, pas seulement pour les participants du projet, mais aussi pour les intervenants et les organisations qui ont décidé de participer, d'offrir les services. Alors, il y a 3 organismes clés qui sont sur le terrain avec les participants. C'est le CSSS Jeanne-Mance, qui est dans le centre-sud. Qui est bien branché et qui rencontre beaucoup de problématiques, effectivement. Oui. Alors, ils ont mis sur pied 2 équipes selon les paramètres de la recherche. Une équipe de suivi intensif pour des personnes qui ont des besoins élevés. Une équipe qu'on intitule « Soutien d'intensité variable » pour les personnes qui ont des besoins modérés. Nous avons un autre organisme, Diogène, qui est un organisme communautaire bien connu, là, très connu aussi en santé mentale, qui, eux, suivent aussi 100 personnes qui ont des problèmes modérés. Mais c'est dur de tirer la ligne. Je dis modéré, mais des fois, ça peut être aussi élevé. Et nous avons aussi mis sur pied une équipe logement avec l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, qui ont recruté 70 propriétaires, partenaires du projet Chez Soi, qui offrent des logements à des personnes qui sont en situation d'itinérance. Donc, c'est assez novateur comme projet et aussi, c'est assez rare qu'on ne réagit pas. C'est assez rare qu'on y va de cette façon-là. Ça me surprend même qu'au Canada, au Québec, souvent, on a toujours l'impression qu'on va réagir quand il arrive quelque chose, il arrive des drames, tout ça. Mais là, on prend comme les devants, on essaie de prévenir, on essaie de trouver justement de l'information, partir à la base pour avoir un bon portrait, comme vous le disiez. Alors, c'est quand même une très bonne nouvelle. Oui. Ça s'est fait avec beaucoup d'efforts parce que c'est pas évident, du jour au lendemain, d'offrir un logement à une personne qu'on ne connaît pas. Oui. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas ses difficultés. Alors, on évolue avec elle au quotidien. Donc, les pratiques aussi et notre façon d'aborder le quotidien, les traitements, les soins, l'aide, l'accompagnement, aussi est tout à fait nouvelle parce qu'on ne donne plus les soins, l'accompagnement à partir d'un établissement ou d'une organisation, mais chez la personne. Oui. Et on évolue avec elle, avec un propriétaire qui est partenaire avec nous. Je lève mon chapeau à ces propriétaires parce qu'on dit souvent que c'est aussi une question de société, mais si eux-mêmes prennent part à ça, c'est excellent. Là. Je pense que tout le monde ensemble, on travaille pour améliorer la situation. On a des propriétaires dévoués, un engagement sans égal. On en prend soin aussi. Oui. Dès qu'ils appellent, dès qu'il y a une difficulté, on ne prend pas 24 heures pour agir. On essaie d'agir dans la journée même, dans l'heure même s'il faut. Alors, on essaie de se coordonner pour que ça puisse marcher. Oui. Que ça puisse marcher. C'est pas évident, mais c'est un pari qu'on a gagné parce qu'on a encore aujourd'hui 80% des participants maintenus en logement. Et certains travaillent, certains ont une vie maintenant, ont renoué avec leur famille, retrouvé des enfants. On a par exemple
un père qui a repris la garde de sa fille. Donc, on a des succès, des très belles histoires qui nous inspirent puis qui nous disent, oui, on doit continuer dans cette voie-là. Donc, 80% des gens originaux avec qui vous avez commencé, et vous ne voulez pas justement amener d'autres mondes parce que vous voulez vraiment faire le processus de A à Z. Là, de vraiment... En fait, c'est un projet de recherche, Donc, c'est pas un programme. Donc, on ne peut pas ramener des nouvelles personnes. On doit voir du jour 1 jusqu'à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Et ça fait partie de vos conclusions, de dire, par exemple, si on en a échappé, pourquoi on en a échappé, etc. Oui, là. qui? Oui. Parce que les 20% que nous n'avons pas réussi à maintenir en logement ont une histoire aussi. Oui. Le réseau a une histoire avec ces personnes-là. Oui, et ils viennent alimenter vos recherches. Là. Et aussi nous pousser à perfectionner nos pratiques ou à les changer ou à innover, en tout cas très certainement. Et on ne lâche pas. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne lâche pas. Même les situations les plus difficiles, même le 20%, on est toujours avec ces personnes-là, même s'ils n'ont pas de logement. Vous gardez contact, vous gardez quand même on garde le lien. Le lien, coûte que coûte, on garde le lien. Mais je veux vraiment dire à vos auditeurs quelque chose, c'est que le logement, la personne a quand même 2 conditions pour faire partie du projet de recherche. Elle doit accepter de verser 30% maximum de son revenu pour le coût du loyer. Donc, ce n'est pas gratuit, le loyer. Donc, on fait tous les démarches pour qu'elle puisse avoir un revenu d'aide sociale, etc. Et aussi, elles doivent accepter une visite par semaine d'un intervenant chez elle. Alors, c'est pas, je dirais, gratuit. C'est pas sans condition. C'est pas sans condition. Puis ce qu'on essaie de voir, c'est la stabilité et le coût de cette stabilité. C'est très important. On essaie de voir si cette approche est ni plus ni moins économique pour une société. Est-ce que ça coûte plus cher que le système habituel? À la fin de la recherche, donc très bientôt, nous allons avoir des chiffres plus sûrs, mais tout nous indique jusqu'à maintenant que nous faisons des économies importantes dans certains cas, ou dans certains cas, c'est égal avec les services que nous offrons. Mais on améliore de façon significative la qualité de vie de la personne et sa rentabilité pour la communauté. Il nous reste environ 1 minute d'un côté. Il y a un documentaire qui est disponible, que les gens peuvent voir, je crois, via l'ONF. Est-ce que c'est ça? Oui. Écoutez, on a le privilège d'avoir l'ONF qui nous suit dans cette aventure. Donc, il y a une réalisatrice qui s'appelle Sarah Fortin qui est avec nous depuis quelque temps maintenant et qui est dans toutes les villes. Il y a un réalisateur. Il tourne des courts clips de notre travail. Et ça vaut... D'abord, le site est très bien construit. Le design est attirant. En plus de voir les clips, le travail qu'on accomplit avec les personnes, il y a toutes sortes d'informations sur l'itinérance. Il y a un blog. Et aussi, ça nous fait rentrer dans la vie des personnes. C'est très court, des courts clips. Il va en avoir 50. On a commencé. Il y en a une dizaine présentement sur le site. Et vous avez 4 minutes et vous voyez assez bien une bonne idée du portrait des personnes, mais aussi du travail que nous accomplissons. J'invite vraiment les gens à aller faire un tour. C'est très riche. Je vais donner l'adresse onf.ca/ici chez soi, tout ça collé. Donc, onf.ca/ici chez soi. En terminant, Mme Côté, votre numéro de téléphone, les gens qui veulent savoir plus sur le programme, en fait, sur le programme de recherche. Donc, quel est-il dans 514, évidemment? 514-527-6439. Le poste 173. Merci beaucoup. Et vous viendrez peut-être nous donner ces conclusions-là quand elles seront disponibles. Ce serait fort intéressant de faire le suivi ensemble. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été. C'est un rendez-vous alors. Oui, merci et bonne continuité. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Simplicité. J'ai mal. Familles sombrées dans le désespoir parce que leur fils une fois n'est pas rentré comme à chaque soir. Combien de pères désolés, combien de familles brisées, combien de mères alarmées, combien de frères qui sont tombés sur un champ de bataille où nul ne sait pourquoi la guerre se tue comme du bétail. Et ils en sont tous fiers. Au fond de mon cœur s'accumulent des gouttes de pleurs quand je vois l'ampleur de la douleur des mères qui pleurent lorsque leur fils meurt. La haine se vole, la fraternité s'envole, des jeunes abandonnent l'école, se perfectionnent dans le vol. On dit que l'union fait la force,
mais certains sèment la terreur. La joie se transforme en peur, le bonheur en frayeur. Quel est l'avenir pour nos enfants dans un monde de guerre, un monde rempli de peur, un monde rempli de douleur. Des jeunes pères qui partent, laissent en arrière des jeunes mères, des enfants qui meurent parce que leur mère déchaîne. J'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, ça fait mal quand des mères monoparentales ne savent plus à quel sens se vouer, vers qui se tourner, condamnés avec 1, 2, parfois même 3 enfants ne savent plus qui est le père, du moins qui sont les pères. Laissés à la détresse, leur vie devient une forteresse. Il y a celles qui vont à la messe, priant pour qu'un jour ça cesse. Vers un avenir incertain, personne ne leur tend la main. Guidées par leurs instincts, elles se confient au destin. Ce mal qui ne fait qu'envahir, on dirait ne s'en ira pas, parce qu'au lieu de partir, il s'élargit pas à pas. J'ai mal de voir mes frères qui se livrent à la drogue. J'ai mal de voir des mères désespérées dans la cocaïne. Seigneur, si tu peux m'entendre, dis quelque chose, car je n'arrive pas à comprendre que ce fléau ne prend pas de pause. Demain ça changera, je le crois. Pour l'instant, je croise les doigts, j'en suis confiant. Seigneur, mais pourtant j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. J'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. J'ai mal. Dédicace, UFF, l'union fait la force. Dino. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. Nous voici rendus maintenant au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Justin Malo. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, les bienfaits de la montagne. Exactement, les bienfaits de la montagne. On sait que c'est... Mont-Royal ou n'importe quel? Ben, je vais même t'en parler du Mont-Royal. Ouais. Mais on sait que, bon, c'est toujours agréable de faire une excursion en montagne, mais ça peut être bénéfique pour plus de raisons qu'on pourrait le penser. En tout cas, je vais vous lire un passage d'un article que j'ai pris sur le site. Ça s'appelle tout simplement ausommet.fr. C'est le site familial dédié au ski et à la montagne. On nous dit... Les bienfaits de la montagne sur le moral sont scientifiquement reconnus. En altitude, on est plus proche du soleil et de sa lumière, c'est évident. On reçoit donc mieux ses rayons, ce qui entraîne la libération de sérotonine. Cette hormone aide à combattre l'anxiété et le stress. Et toujours grâce au soleil, on fait le plein de vitamine D. Certains anthropologues observent que l'homme, qui est le seul animal à se tenir debout, a souvent valorisé ce qui se dresse. Les arbres pour les druides, les montagnes sacrées pour les Népalais, etc. Hautaine et pure, on fait un peu de poésie. Ici, la montagne tutoie les cieux et les dieux. Les Chinois croyaient que les sommets soutenaient la voûte céleste. De leur côté, les Incas grimpaient à 6000 mètres d'altitude pour ériger leur autel. Quant à Moïse, sur le mont Sinaï, qu'il aurait reçu les 10 commandements. L'aura des montagnes est mystique. L'écrivain Gaston Rébuffat a déjà dit « Elles sont comme un monde à part, un monde au-dessus du monde. » C'est vrai que ça attire, hein? Il y a toujours une curiosité avec les montagnes. Il y a une espèce de majestuosité, si on peut dire. Surtout que si tu vas sur le sommet, tu peux yodeler. Tu peux même yodeler, oui. À tout le monde. Il y a André Monroche
qui avait écrit « Comme la campagne, la montagne a des effets calmants auxquels s'ajoutent ceux plus spécifiques de l'altitude. À mesure que l'on s'éloigne du niveau de la mer, l'air est certes de moins en moins pollué, mais aussi de moins en moins riche en oxygène car la pression atmosphérique baisse. Du même coup, on se met à fabriquer plus de globules rouges, celles qui servent à transporter l'oxygène dans le sang. Ouais. Plus petits, mais plus nombreux, ils capteront la moindre molécule d'oxygène quand on inspire. Pour s'adapter à l'altitude, l'organisme multiplie aussi le nombre de capillaires, soit les minuscules vaisseaux sanguins, et de mitochondries, ces espèces de centrales de production d'énergie. Alors, grâce à tous ces effets, on repartira avec un organisme fortifié, plus résistant, notamment à l'effort physique. Sauf pour ceux qui souffrent d'asthme, parce que l'altitude n'est pas bon. L'altitude, c'est pas c'est plus compliqué. Excellent pour les gens qui Est-ce qu'on parle d'une autre altitude pour que ça fasse ça? Ben, je vais y arriver. Oui. Sur le plan physiologique, l'altitude idéale se situe entre 800 et 1200 mètres. Au-delà, certaines personnes peuvent ressentir le mal des montagnes causé par les changements de pression atmosphérique, c'est-à-dire des maux de tête, des nausées, etc. Il faut de 1 à 3 jours pour que le corps s'habitue à une altitude donnée. Pour se protéger, on doit procéder par paliers, par étapes, en évitant les dénivelés importants. C'est-à-dire ne pas monter à 2500 mètres le lendemain de l'arrivée, par exemple. Le mal des montagnes peut frapper n'importe qui, même si on ne l'a jamais éprouvé lors de précédents séjours. Au-delà de 3000 mètres, les 3/4 des gens y sont sujets. Les grimpeurs jeunes et en bonne forme sont particulièrement exposés car ils ont tendance à monter trop vite, trop haut et à négliger les symptômes d'alerte. Si l'on commence à se sentir vraiment mal à une altitude donnée, une seule solution, mais c'est de redescendre au plus vite. Maintenant, au Québec, on en a des montagnes. Tu parlais tantôt du Mont-Royal. Ben, le Mont-Royal, c'est pas tellement haut. Je veux dire, c'était soufflant à monter à bicyclette. Là. C'est 233 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et tantôt, tu parlais plus entre 800 et 1200 mètres. Oui, hein, qu'on retrouve ailleurs. Pour un effet maximum, en fait. Oui, mais ici, au Québec, on a le Mont Mégantic, qui est le plus... non, c'est le deuxième plus élevé. Le Mont d'Iberville est le plus haut. C'est près de la frontière avec le Labrador. C'est 1652 mètres. Le deuxième est le Mont Mégantic à 1105 mètres. C'est dans les Appalaches. Ouais. Maintenant, le temps passe vite. Maintenant, les choses qu'il ne faut pas faire. Certaines personnes devront néanmoins faire preuve de prudence, notamment les asthmatiques dont tu parlais, Ghislain. Le système bronchique s'avère parfois incapable de réchauffer et d'humidifier l'air froid et sec qui caractérise la haute altitude. Une journée de ski suffit parfois à provoquer ce qu'on appelle un bronchoplasme réactionnel, tout à fait semblable à une crise d'asthme, en fait. Aussi, s'efforcera-t-on de se protéger le cou en portant des cols roulés et des écharpes et, plus surprenamment, à adopter une respiration par le nez plutôt que par la bouche. Oui. Alors, ça empêche de parler, de dire des idioties, mais ça a des effets sur la santé. Ça va contempler la nature plus, peut-être? Oui. Les poils, en fait, qui tapissent les conduits nasaux permettent de réchauffer l'air froid avant qu'il n'arrive aux poumons. Alors, il faut faire attention aussi aux rayons du soleil. Il y a aussi la trop grande clarté de la neige qui peut avoir des répercussions sur les yeux. Ben, merci, des bons conseils. Merci Pierre pour ce beau sujet. Donc, les bienfaits de la montagne sur Folie douce, on poursuit. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier nous présente ses humeurs culturelles. Aussi, à l'Espresso allongé, Pierre nous propose la magie de l'air marin. Vous entendrez de plus en chanson La scène de Chantal Archambault et In Your Body de Ariane Moffat. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. Bien, c'est avec plaisir que je reçois Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, tu nous amènes tes humeurs culturelles. C'est un sujet, c'est toujours des sujets... Mes humeurs culturelles, c'est des propos sur des œuvres que des gens ont fait. Dans ce cas-ci, ça se trouve être un livre, qui est des propos qui sont publiés sur le site web de l'Institut Louis-Hippolyte Lafontaine. Oui, oui. Les gens doivent savoir que maintenant, l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est devenu un institut. Oui. Et moi, dans le cadre de cet institut-là, j'ai un peu un mandat, beaucoup un mandat culturel. Donc, je fais des lectures, je vais voir des spectacles, j'écris, puis j'essaie d'apporter un point de vue un peu critique, mais en même temps d'être accueillant, accueillir les œuvres, puis en parler avec bienveillance, je dirais. Est-ce que tu dois en parler? Est-ce que ton mandat, c'est de un peu le point de vue de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ou c'est plus... C'est le point de vue de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, mais qui réussit. Mon point de vue est particulier parce que moi, je me considère comme une personne en rétablissement. Ouais. Puis dans ce que je fais comme billet d'humeur culturelle, ça fait partie de mon rétablissement. Exactement de la même façon que ce que je fais là présentement, oui. Mon implication à la radio. Ça fait que c'est ça qui est le point de départ. J'essaie toujours de regarder ça aussi avec un œil qui santé mentale. Oui. Et Louis Hippolyte Lafontaine, justement, le but ultime, c'était quoi? C'était d'ouvrir plus à la communauté, d'avoir c'est ça, feedback, exactement. C'est ça. Hippolyte Lafontaine veut aller vers ça, veut ouvrir ce qui était un hôpital, veut ouvrir ça à la communauté, que ces locaux-là servent à moi, en tout cas, j'aimerais bien que ces locaux-là servent à des missions culturelles, des événements culturels. Ouais. J'ai eu la chance de côtoyer Biz, de Locas, donc puis je rencontre beaucoup de personnes qui ont... Dans toutes sortes de types d'art. De toutes les sortes. Les impatients sont là. Il y a eu un concours de photos. Quoi d'autre? De la littérature, la peinture, l'art brut. Donc, t'es déjà amateur de ça? C'est ça. Moi c'est dans un témoignage que je fais dans un autre institut sur le web, exactement sur le site de Hippolyte Lafontaine à Humeur culturelle. Vous allez voir, il y a un témoignage qui se trouve être de ma part qui parle justement de mes tentatives de travailler dans un milieu traditionnel, je dirais, milieu en usine, oui. Qui n'ont pas été, ça n'a jamais été un succès. C'est pour ça que je dis que la critique, entre guillemets, l'espèce de compte-rendu que je fais de mes lectures ou de mes visionnements ou de ma participation comme spectateur à des pièces de théâtre, ben ça fait partie de mon rétablissement. Oui. Puis si tu veux bien, je vais te lire une humeur culturelle qui est sur le site de Hippolyte Lafontaine, qu'on retrouve facilement avec Google. Oui. HL, vous allez le trouver. C'est une adresse très facile. À mon nom, vous avez Bernard Saunier, Humeur culturelle, et vous allez retrouver ce texte-là qui est à propos du dernier contingent de Alain-Julien Rude-Foucault, oui. Qui est le prix du livre France Culture Télérama 2012. C'est ça, je vais vous lire et vous en... C'est quoi? C'est une œuvre? C'est un roman. C'est un roman, c'est un roman. D'accord. Là, je vais vous lire ça. T'écoutes. C'est l'histoire d'adolescents défavorisés. Le livre est écrit dans leur langue, une sorte de patois mêlé de verlan, mais on réussit à comprendre. Des personnages hauts en couleur sur qui la justice s'acharne, et eux tentent de s'évader. Ils y sont tous, de la prostituée au petit voyou,
du lettré au personnage à la Lenny de Steinbeck, un adolescent costaud mais simplet. L'écriture du roman fait en sorte qu'on retrouve les acteurs dans le même moment avec leur vision. On y voit des scènes de bagarres cruelles où le contingent doit fuir les CRS, mais n'y arrive pas. Il prend la fuite de la cour, mais est toujours capturé. Le dernier contingent est celui qui revendique la liberté, qui ne se rend pas une fois entouré et qui forge des amitiés malgré l'adversité. L'aide et l'entraide de ces adolescents possèdent une certaine beauté. Ils sont farouches. On n'aime pas beaucoup le système de réforme français. Les juges, les éducateurs se foutent d'eux et ils le savent. C'est de là, je crois, que débute leur révolte. Cette façon de les traiter comme s'ils n'étaient rien. Le politicien dirait que c'est la France d'en bas. La France malmenée par les autorités, des enfants rejetés qui n'ont que des sales tours à jouer, des enfants à qui l'on ne permet pas de s'amuser, des adolescents en situation de survie. Le dernier contingent est celui de la résistance à l'oppression policière, à la répression systématique, résistance devant un système de réforme indifférent parce que les intervenants veulent monter en grade et suivre les ordres quels qu'ils soient. C'est la droite politique. Les adolescents déracinés qu'on trimballe de gauche à droite dans des ressources aux acronymes incompréhensibles. On peut lire ce roman comme un cri au secours des marginaux. Ceux pour qui vivre ne fait sens que dans la marge. Marge où l'on soude des amitiés face à l'oppresseur policier. Certains, pour survivre, s'adonneront à la prostitution. Rien pour remonter leur estime, mais les heureux seront là pour les copains. Comment écrire? Ce roman est l'histoire d'un miséreux, un peu la version contemporaine des Misérables de Victor Hugo. C'est la noblesse des bas-fonds qui ne se soumet pas aux autorités et qui n'agit aucunement pour redonner espoir aux jeunes. Ces jeunes sont solidaires dans la souffrance. Ce roman donne parfois envie de vivre au-delà des convenances. Une solidarité face à la loi, aux ordres. Richard Desjardins parlait de ceux qui suivent la loi le nez dans le cul. C'est de ça qu'il s'agit dans ce roman. Le dernier contingent de révolte, d'insoumission, de liberté. On est emporté par le roman. On veut savoir ce qui va arriver, où cette quête va les mener, comment Lenny va s'en tirer, lui qui rosse les CRS comme d'autres marches. J'aime la langue vivante qu'a prise l'auteur pour nous faire voyager dans les têtes du contingent. Ceux qui s'attendent à un livre douillet ne le lisez pas. On a affaire ici à de la violence de tous les genres, mais à des jeunes qui aspirent à s'en sortir. Je ne vendrai pas la finale, elle en vaut la peine. Malgré quelques longueurs, j'ai bien aimé cette lecture, cette description exotique de la France, pour moi, québécois. À lire. C'est quoi encore le titre? Peux-tu nous rappeler le titre du... Le dernier contingent de l'écrivain Alain Julien Rue de Foucault. Aux éditions... Aux éditions... c'est un récent roman, là. Oui, c'est paru dans le passé. Ah oui? Donc, t'as bien aimé, quand même? Oui, j'ai trouvé ça assez... C'est une image dure, mais vraiment, comment dire... C'est ce que j'essaye de dire dans ce texte-là. C'est une image dure, mais une réalité... comment dire? Une réalité... c'est un roman, mais on dit toujours la réalité dépasse la fiction. Donc, ça ressemble beaucoup à de la réalité, dans le fond. C'est ça. C'est bien écrit parce que ça sonne vrai. Ouais. Il n'y a rien qui sonne faux là-dedans, l'histoire. Mais en même temps, il y a toujours des références à des romans d'aventure aussi, mais c'est comme je dis, on peut penser à Vie aux Misérables de Victor Hugo, qui est je dirais le roman père de ces romans-là. Oui. As-tu un autre sujet en même temps? On a encore. Je voulais vous parler de mon blog. Oui. Mon blog, c'est www.legoulag.blogspot.com.
blogspot.com, mon blog, que j'essaie de mettre à jour. Au moins chaque semaine. Au moins chaque semaine. Puis ce que j'essaie de faire, c'est à tous les 2 jours d'essayer d'écrire quelque chose à partir de... pour mon blog, je me sers surtout, contrairement à ça qui est disponible sur le site de HLHL, sur mon blog, c'est plus personnel, c'est une écriture des fois qui est plus intime, qui est un peu plus mon univers. Sur le moment, sur l'actualité. Le moment, sur l'actualité. Quoique l'actualité, oui, mais je sais pas... c'est plus sur des sujets, des grands sujets. C'est des grandes questions, des fois, puis je n'arrive pas à répondre toujours. Mais l'actualité... tout le monde le fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Et ça reste intemporel de cette façon-là, dans le fond, ta passion. Je préfère partir de mon intérieur et essayer de m'exprimer à partir de là que de m'exprimer sur... par exemple. Sur n'importe quoi qui est trop actuel. C'est ça. Les actualités à la télé, à la radio, et sur le net, on les a tous. On les a déjà. On peut se faire notre idée. Et tu t'impliques à différents endroits aussi, évidemment. Je m'implique. Plusieurs implications. J'ai une implication dans des comités à Louis-Paul Lafontaine. Qu'est-ce que je fais aussi? J'ai le groupe Reprendre Pouvoir, qui est un groupe de rétablissement. Ta vie est plus animée, plus intéressante aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans. Oui, elle est beaucoup plus intéressante. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais peut-être pas cru. Oui, que tu vas toucher à tout ça, puis culturel, médias. Il y a beaucoup de choses, puis j'aime ça, même si des fois ça me crée une certaine angoisse. Mais ça, il faut apprendre à vivre avec. C'est comme les artistes puis le tract. Je pense pas qu'il y ait d'artistes qui n'ont pas le tract. Mais moi, c'est stimulant ce que tu fais aussi, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est un défi pour moi. Il y a des choses. Écrire ça pour quelqu'un, ce que je viens d'écrire, ce que je viens de vous lire, c'est un défi d'essayer de faire passer ce que je ressens, puis d'en mettre les mots justes, puis essayer de donner envie à quelqu'un de lire ce livre-là. Puis comment dire, j'ai pas la position critique du critique, j'essaye de pas trop l'apprendre parce que j'ai pas cette formation-là. Juste de faire connaître, dans le fond, les œuvres. De faire connaître, de donner envie peut-être à des gens d'être curieux, puis de lire ça, de voir si ça colle à ce que j'ai dit, oui ou non. Et même, ils peuvent même réagir sur mon blog et me dire « Hey, Sony, ce que tu as écrit là, c'est pas vrai, on n'aime pas ça. » Ils ont le droit, c'est ça? Ils peuvent. Tant que c'est poli et tant que c'est argumenté avec des... C'est toujours bienvenu. Hein? C'est ça, oui. C'est intéressant. Merci beaucoup, Bernard, de ta présence encore une fois. Bonne continuité à une prochaine fois, justement, à l'émission Folie Douce. Ça m'a fait plaisir. Merci, nous aussi. Merci. Bye-bye. J'ai mal de tous ces yeux qui regardent par les trous de la clôture de ma cour. C'est si facile pour eux de trouver des mots pour s'expliquer la vie des autres.
penché devant et posé nu sur une scène ornée de grands rideaux que je refermerai gentiment afin de mettre fin, afin de mettre une fin, afin d'écrire moi-même la fin. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. Alors, c'est l'espresso allongé à Folie Douce. Pierre Laporte, toujours à notre compagnie, ainsi que Ghislain Malo. Toujours prêt, toujours près du micro. Le micro est jamais trop loin. Vous êtes jamais trop loin du micro. Aujourd'hui, tu nous proposes pour ce bloc la magie de l'air marin. Oui, pour faire suite au bloc de tantôt, peut-être, qui parlait de la montagne. C'est beaucoup dans les éléments de la nature. Ben oui, exactement. À quand la forêt? La semaine prochaine. Peut-être bientôt. Alors oui, je vais parler de la magie de l'air marin. C'est selon un article écrit par Agnès Rogelet, une écrivain française, que j'ai pris sur le site psychologie.com. Alors, elle nous dit que en bord de mer, avec une pression atmosphérique maximale, l'air y est enrichi en oxygène. Cet effet se conjugue à celui des micro-algues, qui sont de véritables poumons de la planète, produisant 70% de l'oxygène que nous respirons. Idéal pour ventiler nos poumons, nous dit-elle. Cette pression atmosphérique facilite également l'absorption des ions négatifs, qui sont de fines particules chargées électriquement, qui nous rendent moins vulnérables à la douleur et au stress. Parmi ces ions, l'iode, qui est micronisé dans les gouttelettes dont nos organismes ont tendance à manquer cruellement et qui stimule la fabrication d'hormones thyroïdiennes. Les embruns et les algues échouées à marée basse en laissent échapper. D'autres proviennent des branches d'arbres et des roches balayées par le vent. L'air marin est si pur par rapport à celui des villes que s'y concentre 62 fois plus d'ions négatifs et 100 fois moins de germes. Il n'y a même aucun germe du tout en haute mer. Sur le continent, une simple promenade d'1 heure suffit pour bénéficier de ce climat dit de bord de mer, qui s'étend jusqu'à 4 km du rivage. Celui dit maritime prodigue encore des bienfaits à 50 km à l'intérieur des terres. En passant Montréal, ici on est à 1500 km de l'océan Atlantique. Ah oui. C'est sûr, on côtoie le fleuve Saint-Laurent, mais l'océan Atlantique, à proprement parler, c'est 1500 km. Il suffit de voir la mer pour qu'elle instille au corps un immédiat et profond sommeil, écrivait François Solesme. D'ailleurs, observe l'écrivain, il ajoute « Elle s'annexe l'âme et la persuade sans peine d'entrer dans ses divagations. À l'écouter aussi, l'esprit largue les amarres. Le métronome lancinant des vagues nous évoque le rythme cardiaque et nous repose. » Ça, c'est vrai, quand on est au bord de la mer puis qu'on entend le bruit des vagues, immédiatement, on se sent relax. Des fois, ça prend peut-être quelques heures ou une journée, mais tout de suite oui, après, à peine. Moi, j'habite pas loin du parc de la Fontaine. Évidemment, c'est pas la mer, il n'y a pas des vagues, mais seulement qu'on dirait que d'être près d'une masse d'eau, on dirait qu'on relaxe immédiatement. Oui, on relaxe, sauf si les mouettes te volent ton lunch, là, c'est moins relaxant. C'est moins drôle. Ou qu'il y a des bateaux à moteur sur le plan d'eau. Selon Dominique O'Haraud, qui est médecin spécialiste des thérapies marines et de la gestion du stress, cet effet sonore ne fait que renforcer l'action du climat. Il nous dit les ions négatifs que la force des vagues libère ralentissent le rythme cardiaque et respiratoire chez la plupart des gens. Ceux qui, au contraire, ressentent de la nervosité et des troubles du sommeil, ils s'adapteront au bout de 1 à 3 jours. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur la lente symphonie des vagues en s'efforçant de respirer calmement pour trouver l'apaisement? Maintenant, une autre séance de relaxation, c'est s'allonger sur les flots comme une algue à la dérive.
C'est-à-dire pour se sentir plus léger encore, se baigner jusqu'au cou. La densité du corps humain avoisine celle de l'eau de mer concentrée en sel, si bien que notre poids y est divisé par 10. D'où cette sensation d'être enveloppé, bercé, protégé dans les bras de la mer. Là, on parle d'eau salée, bien sûr. Dans la mer morte, grâce à une concentration en sel de 85 grammes par litre, on peut s'asseoir à la surface comme sur sa serviette de plage. Ça reste à prouver, mais je veux bien les croire. On l'a jamais essayé, non, mais c'est ça. Possible. On nous dit par ailleurs, plus la température de notre bain de mer est proche de celle du corps, soit 37 degrés Celsius, mieux ces ions minéraux et oligo-éléments franchissent la barrière cutanée. À 22 degrés centigrades, les ions pénétreront à raison de 1 ou 2 heures d'immersion au quotidien. Après, on file à l'abri du soleil et on se rince seulement 5 ou 6 heures plus tard. Autrement dit, on ne se rince pas immédiatement, c'est encore mieux pour pouvoir absorber les minéraux et oligo-éléments. Alors, enfin, on nous dit sans crainte de dessèchement. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le sel qui dessèche, mais l'exposition au soleil, d'autant plus que l'on ne boit pas assez. Mais merci beaucoup. Beau sujet, la magie de l'air marin. Alors, est-ce qu'on va à la mer, messieurs? Oui, on y va tout de suite en écoutant Ariane Moffat à l'instant à Folie Douce. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. En terminant cette émission de Folie Douce, la nomenclature des chansons, Ghislain Malo ici présent et Pierre Laporte, les chansons que vous avez choisies, Pierre et toi, on a commencé en début d'émission avec Ça pourrait mieux aller mieux, en fait. Oui, de Dupuis. J'ai failli inverser, Ça pourrait aller mieux, c'est bien ça, de Dupuis. On a écouté J'ai mal. De Simplicité. Oui, dans la deuxième demi-heure, on a écouté La Scène. De Chantal Archambault. Et à l'instant, In Your Body. De Ariane Moffat, chanson en anglais. Ouais, son dernier album est 80% en anglais. Ben oui, c'était très, très intéressant. Ça lui va bien aussi. Là. Je pense qu'elle est capable de marier c'est toujours cool, par exemple, qu'elle chante dans sa langue d'origine. Oui, c'est certain. Mais des fois, chaque artiste veut faire à un moment donné un album en anglais. Une percée. Oui, une espèce de percée. Merci beaucoup, Ghislain et Pierre, pour votre choix musical. Merci, Pierre, à la mise en onde. Bienvenue. Je remercie notre invité en début d'émission.
Sonia Côté nous a parlé du projet de recherche Chez Soi, donc qui a rapport à l'itinérance. À l'Espresso, il était question des bienfaits de la montagne. Et à l'Espresso allongé, la magie de l'air marin. Alors, à quand les autres éléments? Ghislain disait l'idéal, c'est d'aller... ce serait d'aller à la mer, mais en montagne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est difficile. Dans tes rêves. Et on a eu, évidemment, notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a parlé de ses humeurs culturelles, qui nous a amené ses choix culturels, en fait. Donc, merci Bernard d'avoir été là. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci Pierre, merci Ghislain. À la semaine prochaine. Au revoir et à tout le monde à la prochaine Folie douce. Au revoir.